Bonjour, je me présente, Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birsa. Cette leçon est faite en collaboration avec M. Fawzi Hammemi, inspecteur de la matière. Donc, dans cette partie-là, on va s'intéresser aux réactions nucléaires. Et qui dit réaction nucléaire, dit automatiquement réaction entre les noyaux. C'est pour cela qu'on va diviser cette partie-là en deux chapitres. Un premier chapitre qui va s'intéresser au noyau atomique, dans lequel on va reprendre quelques notions concernant le noyau et on va parler essentiellement de la stabilité et de l'instabilité de ces noyaux-là. D'ailleurs, voici les objectifs de la leçon. Nous allons commencer tout d'abord par le premier objectif, à savoir écrire le symbole d'un noyau connaissant sa composition. On va rappeler quelle est la composition d'un noyau tout à l'heure. Et bien sûr, inversement, cela veut dire quoi inversement? Cela veut dire que si nous avons un certain noyau, on devrait être capable de déterminer par la suite les constituants de ce noyau-là. Bien, deuxième objectif, on va donner la valeur en joules. Vous vous rappelez du joule, c'est l'unité de l'énergie dans le système international. On va évoluer en joules et en MeV. Vous allez voir que le MeV, c'est aussi une unité d'énergie utilisée pour les particules assez petites, comme les nucléons, les protons, les neutrons, les noyaux des atomes d'une manière générale. Donc, on va donner la valeur en joules et en MeV de l'énergie mise en jeu au cours d'une transformation nucléaire, transformation qui touche le noyau de l'atome. Autre objectif, on va aussi essayer de donner la valeur du défaut de masse résultant de la formation d'un noyau. Lorsqu'on va former un noyau, vous allez voir qu'il va y avoir un défaut de masse. On va expliquer tout à l'heure. On va donner le défaut de masse dans les unités suivantes. Donc là, c'est apparemment une nouvelle unité de masse, c'est l'unité de masse atomique. Et voici une autre unité de la masse, c'est le MeV par C au carré, donc on va détailler tout à l'heure. Quatrième objectif, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que l'énergie de liaison d'un noyau et qu'est-ce que c'est que l'énergie de liaison d'un noyau par nucléon. Donc, puis, dernier objectif, une fois que nous connaissons les énergies de liaison par nucléon d'un noyau, voilà, de plusieurs noyaux, donc on devrait être capable de comparer la stabilité de plusieurs noyaux, parce que vous savez très bien que si des noyaux réagissent, donc ça fait des réactions nucléaires. Si des noyaux réagissent, c'est suite à un degré de stabilité ou bien d'instabilité assez avancé. Nous allons commencer par détailler. Donc, on passe au premier paragraphe. On va commencer par rappeler la composition du noyau atomique, le noyau de l'atome. Je rappelle quand même que l'atome est une particule. Bon, je fais comme ça, mais c'est quand même assez petit. Hein. C'est extrêmement petit. C'est une particule extrêmement petite. Elle est constituée par deux parties. La partie essentielle de l'atome, c'est le noyau de l'atome, qui est centré sur l'atome et qui a une dimension extrêmement petite par rapport à l'atome. Tout autour du noyau, il y a un nuage d'électrons, des électrons qui gravitent n'importe comment autour du noyau. Les électrons ne nous intéressent pas beaucoup dans ce chapitre, puisque ce chapitre-là s'intéresse aux transformations qui touchent le noyau. J'ai bien dit tout à l'heure, réaction nucléaire. Donc, alors, la composition du noyau est de la façon suivante. Un noyau, il contient deux types de particules, et seulement deux, des protons et des neutrons. Les protons sont des particules chargées positivement, et les neutrons sont des particules, comme leur nom le dit, sont des particules neutres. Mais attention, ces deux particules-là ont des masses. Et donc, vous allez voir que la radioactivité et le nucléaire, d'une manière générale, donc, est basé sur la masse de ces particules-là. Donc, on a dit alors ici que le noyau est constitué de protons. Alors, si le nombre de protons, il vaut Z, et si le nombre de neutrons, il vaut N dans un noyau, donc forcément, alors ici, le nombre de protons et de neutrons qu'on appelle communément les nucléons. Ces nucléons-là, leur nombre va être égal à A égale N plus Z. Donc, en fin de compte, A représente le nombre de nucléons dans un noyau, N, c'est le nombre de neutrons, et Z, comme vous vous rappelez, ça constitue le nombre de protons, ça on vient de le dire, mais c'est aussi le nombre d'électrons dans le nuage. Laissons les électrons à part, c'est aussi le numéro de l'atome. On dit bien c'est le numéro atomique. Et on dit aussi que Z représente le nombre de charges. Cela veut dire que le nombre de charges, la quantité de charges qui se trouve dans le noyau, étant donné que les protons, ils sont chargés. Alors, partie suivante. Donc, on va commencer par symboliser le noyau de l'atome. Ce sont des notions que vous connaissez déjà avant. Donc, si je prends le noyau d'un élément un peu particulier, vous avez une centaine d'éléments chimiques. Ces éléments chimiques sont représentés par
des symboles. Et je rappelle que les symboles des éléments sont en réalité les lettres majuscules qui sont écrites dans le nom de l'atome. Par exemple, hydrogène, on dit H, on le symbolise par H. Hélium, puisque la lettre H a été utilisée, on dit H plus petit e, donc hélium, HE, et ainsi de suite. Donc, alors, pour symboliser le noyau de l'atome, donc, on va alors ici utiliser le symbole de l'élément chimique, à savoir le X. Et là, au-dessous, à gauche, on va mettre donc Z qui constitue le nombre de protons, attention, qui représente aussi le nombre de charges. C'est très important. Et là, au-dessus, on va mettre le A qui représente le nombre de masses. C'est aussi le nombre de nucléons. Tiens, à propos du nombre de masses, donc on va voir tout à l'heure pourquoi on a dit qu'il s'agit d'un nombre de masses. Alors, comme exemple, voici le noyau d'hélium. L'hélium, je me rappelle très bien qu'il est classé numéro 2 dans le tableau périodique. S'il est classé numéro 2, donc il possède 2 électrons. Donc, forcément 2 protons. Plutôt, les protons sont beaucoup plus importants que les électrons. Donc, s'il est classé numéro 2, il possède 2 protons. Donc, on met ici Z égale à 2. Dans le noyau d'hélium, un des noyaux d'hélium, vous allez voir qu'il y a plusieurs noyaux d'hélium. Donc, il y a, à part les 2 protons, 2 neutrons. Donc, ça fait combien en tout et pour tout? Ça fait 2 plus 2, ça fait 4 nucléons. Donc, vous voyez très bien ici que le 4 représente le nombre de nucléons. On va passer à une petite application dans laquelle on nous demande de donner le symbole du noyau de chlore, sachant qu'il comprend 17 protons et 17 neutrons. Donc, alors le symbole, on l'a dit tout à l'heure, donc il s'écrit de la façon suivante, ClZA. Étant donné qu'il y a Z, 17 protons, ça c'est dit dans l'énoncé, et qu'il y a 18 neutrons, en faisant la somme des deux, on va avoir un nombre de masse qui est égal à Z plus N, qui est égal à 35. Donc, justement, le symbole du noyau de chlore, c'est 17, 35. Si j'ai dit 37, parce qu'il y a un autre noyau de chlore qui possède un nombre de masse égal à 37. Et on va le voir tout à l'heure. Alors, on peut généraliser cette notation aux particules élémentaires. Quelles sont les particules élémentaires qu'on va utiliser dans ce thème-là, dans ce chapitre-là en particulier? On va utiliser les protons, bien entendu, puisqu'ils sont présents dans le noyau. On va utiliser les neutrons, ils sont aussi présents dans le noyau, ça c'est très important. Et on va aussi utiliser certaines autres particules, qui sont les électrons et les positons, ou bien on dit aussi positrons. On va voir pourquoi on parle d'électrons et de positons, alors que tout à l'heure, on a dit que dans le noyau, il y a seulement uniquement des protons et des neutrons. Alors, pour symboliser les particules élémentaires que je viens de citer, sous la forme suivante, sous la forme XZA. Alors, on va donner quelques petits exemples. Par exemple, le proton. Je commence par le proton. Le proton, qui n'est autre qu'un proton, donc il contient un proton, donc une charge positive. Donc, le nombre de protons dans le proton, c'est 1 tout simplement. Ou bien on dit nombre de charges. Moi, je préfère dire nombre de charges. Qu'est-ce qu'il y a dans le proton? Il y a un proton. Donc, le nombre de nucléons, c'est proton plus neutron. Ça fait 1 proton plus 0 neutron. Ça fait 1. Donc, le symbole du proton, si on essaie de le mettre de cette façon-là, vous allez voir que ça va nous servir donc par la suite. Le symbole du proton, c'est P11. De même pour le neutron. Il n'y a pas de charge dans le neutron, il n'y a pas de proton, il n'y a pas de charge. Donc, forcément, le neutron Z, sans Z, il vaut 0, alors que le nombre de masse, il vaut 1, puisqu'il y a un neutron et 0 proton. 1 plus 0, ça fait 1. Particulièrement, donc, on va utiliser cette notation-là pour l'électron et pour le positon. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le positon. Donc, l'électron, il possède une charge négative, donc il y a moins 1, il y a une seule charge qui est négative, qui est l'opposé de la charge du proton, ça on le sait. Et dans l'électron, il n'y a ni proton ni neutron, donc le nombre de masse de l'électron, c'est 0. De la même façon, pour le positon. Le positon, il contient une charge positive qui est l'opposé de la charge de l'électron, et il n'y a pas de nucléon dans le positon, donc il y a 0 proton plus 0 neutron, ça fait 0. Le nombre de masse est égal à 0. Je tiens à faire la petite remarque suivante, c'est que l'électron, c'est une particule qui ressemble énormément à l'électron d'une part et au proton d'autre part. Comment ça? Alors, du point de vue charge, l'électron, il possède le positon, pardon, il possède une charge qui est exactement la même que celle du proton, c'est pour cela qu'il ressemble au proton. Et du point de vue masse, il a la même masse que celle de l'électron. Donc, vous voyez très bien qu'on l'appelle d'ailleurs parfois l'anti-électron ou bien l'électron positif. La suite. On va passer maintenant à l'unité de masse atomique.
J'explique un tout petit peu de quoi il s'agit. Bon, donc, en général, donc, en physique, bien entendu, lorsqu'on manipule des masses, on utilise l'unité de la masse dans le système international, ça c'est évident. Donc, l'unité de la masse dans le système international, c'est le kilogramme. Toutefois, on peut passer donc au sous-multiple du kilogramme. On peut utiliser le gramme. On peut aussi donc utiliser le milligramme pour des masses qui sont encore plus petites. Les particules qui vont être utilisées en nucléaire, en physique nucléaire, sont des particules extrêmement petites. Donc, utiliser le kilogramme ou bien le gramme ou bien même le milligramme, ça donne des valeurs extrêmement petites. C'est pour cela, alors ici, qu'on va essayer de choisir une nouvelle unité ou bien de nouvelles unités pour donner ou bien pour représenter les masses de ces particules-là. Les particules, que ce soit élémentaires qu'on vient de citer tout à l'heure, ou bien les noyaux des atomes. Donc, l'unité de masse atomique, c'est la nouvelle unité qui va être utilisée en nucléaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'unité de masse atomique? Je m'explique. Alors, je prends le cas de l'élément carbone 612. C'est l'élément le plus répandu dans la nature. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient automatiquement 6 protons. Vous avez bien entendu, un élément chimique est représenté par son nombre de protons, par son numéro atomique. Je ne peux pas avoir un autre élément chimique de la nature qui comporte le même nombre de protons. Ce n'est pas possible. Le nombre de nucléons, il peut changer. Il peut changer. Donc, le nombre de nucléons, c'est 12. Donc, je rappelle que cet élément-là, donc, c'est l'élément le plus répandu. C'est pour cela que nous avons défini l'unité de masse atomique à partir de ce noyau-là. Alors, qu'est-ce que c'est que l'unité de masse atomique? J'ai bien dit ici que dans le carbone, c'est 6,12. J'ai bien dit 6,12 parce qu'il peut y avoir d'autres types de carbone. 6,13, 6,14. Je pense que vous en avez entendu parler avant. Alors, dans le noyau de l'atome de carbone, donc, il y a 6 protons et 6 neutrons. Alors, l'unité de masse atomique, c'est à peu près la masse de l'un des deux, étant donné que le proton et le neutron, c'est approximativement des particules qui ont pratiquement la même masse. Si je dis que l'unité de masse atomique, c'est la masse de 1 proton, donc en fin de compte, dans le noyau de l'atome de carbone, donc il va y avoir 12 nucléons, donc 12 fois U, ça fait 12 U. Alors, qu'est-ce que c'est que le U? Voici la définition. L'unité de la masse atomique, le symbole c'est U, c'est le 1/12e. Vous prenez la masse du noyau de carbone, vous le divisez par 12 pour avoir donc la masse de soit un proton, soit un neutron, approximativement. Hein. C'est le 12e de la masse d'un atome de carbone, 12. Alors, on va essayer de faire les calculs. Alors, voici l'expression qui va nous permettre d'avoir donc la valeur de l'unité de masse atomique dans le système international. Je rappelle que la masse dans le système international est exprimée en kilogrammes. Alors, je développe les calculs. Donc, alors 1U, c'est la masse de l'élément carbone 6,12 du noyau de carbone. Dorénavant, on ne parle plus d'atomes dans cette partie-là. Donc, c'est la masse du noyau de carbone donc, auquel on divise par 12. Pourquoi on divise par 12? Parce que je viens de dire qu'il y avait 12 nucléons dans le noyau. Donc, pour arriver à la masse d'un nucléon, à savoir proton ou neutron, il faut diviser par 12. Ça nous fait alors ici, la masse d'un noyau de carbone, c'est la masse d'une mole de carbone divisée par le nombre d'Avogadro. Vous vous rappelez alors ici que dans une mole de carbone, il y a N atomes, ou bien N noyaux, étant donné que les électrons qui se trouvent dans le nuage sont des particules de masse très très faible par rapport à celles des protons et des neutrons. C'est pour cela que pour la masse d'un atome, on peut négliger les électrons et on peut considérer que la masse de l'atome, c'est pratiquement égal à celle de son noyau. Approximation à l'appui. Hein. Donc, alors, pour trouver la masse d'un atome de carbone, ou bien d'un noyau de carbone 6,12, il suffit de prendre la masse d'une mole, à savoir 12 grammes, donc on passe au kilogramme, 12 10 puissance moins 3, divisé par le nombre d'Avogadro. Je vous rappelle que le nombre d'Avogadro, sa valeur est la suivante. Alors, je rappelle la valeur. Donc, le nombre d'Avogadro représenté par Na, ou bien N d'une manière générale, donc ça vaut 6,02, 10 puissance 23. C'est une valeur donc un peu élevée. Ça représente le nombre de noyaux, le nombre d'atomes dans une mole. Une mole, c'est à l'échelle microscopique. Donc, si donc 12 divisé par 12, ça s'en va, on simplifie. Qu'est-ce qui reste? Il reste 10 puissance moins 3 sur le nombre d'Avogadro. Eh bien, on trouve que ça vaut 1,00057, 10 puissance moins 27 kg. Croyez-moi, cette précision est très, très importante en nucléaire. Attention, en nucléaire, il ne faut jamais faire d'approximation. Donc, il faut utiliser les valeurs qu'on vous donne. Bien. Donc,
je reviens donc à l'unité de masse atomique. Donc, en fin de compte, on retient que l'unité de masse atomique, la nouvelle unité de masse des noyaux s'exprime en cette unité-là. Puis, voici par des exemples de valeurs de certaines masses, de certaines particules donc élémentaires qu'on va utiliser dans ce chapitre, dans toute la partie nucléaire. Donc, alors, on va parler de l'électron. L'électron, sa valeur dans le système international, c'est une valeur très très petite, comme vous voulez le voir. Donc, c'est 9,1 et quelques, 10 puissance moins 31 kg. Si on passe à la nouvelle unité, à savoir l'unité de masse atomique, bien entendu, donc, on utilise donc la transformation correspondante. On trouve que la valeur de la masse de l'électron dans cette nouvelle unité, qui n'est pas une unité internationale, il faut faire attention, donc ça fait 0,005 et quelques U. Pour les protons et les neutrons, regardez bien donc l'importance de cette nouvelle unité. Donc les valeurs des masses des protons et de l'électron et du neutron, pardon, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg. Si on utilise le U, l'unité de masse atomique, ça va nous donner à peu près 1 comme valeur de la masse en unité de masse atomique. Et 1 pour le neutron, c'est à peu près 1 U. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais si on travaille avec une plus grande précision, donc on obtient normalement les valeurs suivantes. Donc ça fait 1,00728 U et 1,00867 U. Je rappelle que ça représente les masses du proton et du neutron en unité de masse atomique. Et attention à ces précisions-là. Ce sont des précisions qui sont très, très importantes. Et ces précisions-là qui vont nous permettre donc par la suite d'expliquer la physique nucléaire, les énergies, et ainsi de suite. Bien. On passe alors à une relation extrêmement importante en radioactivité et en concernant donc les transformations nucléaires d'une manière générale. Donc, il y a une relation entre énergie et masse. Donc ça, c'est un paragraphe un tout petit peu particulier. Je préfère que vous fassiez un tout petit peu attention, plus d'attention. Alors, je viens de dire que pour les particules qui sont des particules extrêmement petites, des particules, donc les noyaux des atomes et les particules, les sous-particules, les particules élémentaires, donc on utilise donc, du point de vue masse, hein, on utilise une nouvelle unité, c'est l'unité de masse atomique. Du point de vue énergie, on va parler énormément d'énergie. Donc, l'énergie dans le système international est exprimée en joules, ça vous le savez. Mais étant donné que ce sont des particules très, très, très petites, on préfère alors ici utiliser un sous-multiple du joule. On peut utiliser l'électron-volt. Je rappelle quand même que 1 électron-volt, 1 EV, dans le système international, ça nous fait 1,6, 10 puissance moins 19 joules. Donc, vous voyez très bien que c'est une unité très, très, très petite. Vous allez voir qu'en physique nucléaire, donc les énergies sont exprimées plutôt non pas en quelques électronvolts, on dit EV, plutôt en quelques millions d'EV. C'est pour cela, alors ici, qu'on définit aussi le méga-électronvolt. Méga, cela veut dire 1 million. Donc, un méga-électronvolt, c'est 1 million d'électronvolts, 10 puissance 6 EV. Ce qui nous fait alors, en fin de compte, un méga-électronvolt, au lieu d'avoir 10 puissance moins 19, donc on va avoir 10 puissance moins 13, parce que là, on parle du MeV. Donc, le MeV, ou bien le EV, électronvolt, ou bien le joule, bien entendu, sont les unités d'énergie. Donc, c'est une nouvelle unité d'énergie utilisée donc, pour les toutes petites particules. Sinon, donc, on va avoir des valeurs très, très, très petites si on travaille en joule. Bien. Bien. Alors, l'énergie de masse. Qu'est-ce que c'est que l'énergie de masse? D'après Einstein, donc c'est le sauveur en physique après tout, c'est lui donc qui nous a donc par la suite essayé de trouver des solutions à beaucoup de problèmes en physique. Bien sûr, il y a des dizaines et des dizaines d'années en arrière. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Einstein? Il a dit que si vous prenez une particule, une toute petite particule, hein, une petite particule extrêmement petite. D'ailleurs, donc, c'est classé parmi, normalement, donc, la physique relativiste. Ce sont des particules qui sont relativistes. Ce sont des particules qui peuvent être animées de vitesse très, 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 très grande. Là, je ne parle pas de camions, ou bien de fusées, ou bien d'un caillou. Hein. Je parle de particules extrêmement petites. Qu'est-ce qu'il a dit Einstein? Il a donné, alors, ici, une expression très particulière. Alors, c'est l'hypothèse d'Einstein, d'ailleurs.
On l'appelle une hypothèse d'Einstein. Donc, il a dit que toute particule, même si elle est au repos, donc une particule qui possède une masse, bien entendu, même si elle est au repos, donc elle possède une énergie. C'est une énergie, bien entendu, potentielle puisqu'elle est cachée dans la particule. Une énergie qu'on va appeler énergie de masse puisqu'elle est liée à la masse, ou bien on l'appelle aussi une énergie de repos, parce que cette énergie-là, elle est toujours présente, même si la particule, elle est au repos. Bien entendu, si la particule est en mouvement, donc à part les énergies qu'on connaît d'avant, les énergies cinétiques, ainsi de suite, on peut aussi lui associer une énergie de repos ou bien une énergie de masse. Alors, M, c'est quoi? Bien sûr, M, c'est la masse. De préférence, donc, on va utiliser la nouvelle unité, à savoir l'unité de masse atomique. Et C, c'est la vitesse de la lumière. Je rappelle que la vitesse de la lumière, la célérité de la lumière, vous devez savoir pourquoi on dit célérité, ça fait 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse c'est la célérité de la lumière. Donc, voici alors ici l'énergie associée à toute particule, même si elle est au repos. D'ailleurs, on l'appelle soit énergie de repos ou bien énergie de masse. Alors, on vient de dire que l'unité donc utilisée pour les énergies, c'est le méga-électron-volt ou bien l'électron-volt. Alors, autre unité de la masse. Alors, nous avons dit la chose suivante. On a dit alors ici que la masse, elle pouvait être exprimée bien sûr en kilogrammes, et ça c'est notre plein droit, en grammes, en milligrammes, mais il était préférable d'utiliser une sous-unité du kilogramme, à savoir le U. Mais là, on peut aussi, donc par nécessité de calcul, vous allez voir que ça va nous faciliter les calculs, on peut utiliser l'équivalent énergétique du U, l'équivalent énergétique de l'unité de masse atomique, à savoir le MeV par C au carré. Allez, je vais simplifier. Ça va être une nouvelle unité de la masse de certains noyaux, des noyaux, donc d'une manière générale. Alors, je m'explique. Donc, qu'est-ce que c'est que cette unité-là, à savoir le MeV par C au carré, combien ça vaut en fin de compte? Alors, nous venons de dire alors ici que l'énergie d'une particule quelconque, c'est M fois C au carré. Si on prend une particule, par exemple, une particule de masse M est égale à 1 E. Donc, on va alors remplacer dans l'expression ici. Ça va nous donner alors ici 1 E. Je rappelle quand même la valeur de E dans le système international. Donc, la valeur de E, ça vaut 1,66 10 puissance moins 27. Donc, j'exprime encore une fois alors ici. Donc, ça fait alors 1,66 et quelques, bien sûr, 10 puissance moins 27. Bien sûr, donc là, on est revenu au système international, kilogramme. Si vous revenez ici au système international, forcément C, il faut l'exprimer dans le système international. Voici la valeur de C. Donc, la valeur de C, c'est 10 puissance 8 qu'il faut élever au carré. Et là, on trouve une valeur que je n'ai pas retenue, bien sûr. Donc, je trouve la valeur suivante. Donc, puisque j'ai travaillé dans le système international, la valeur obtenue, c'est 14,9 10 puissance moins 11 joules. Si je travaille en méga-électron-volt, ça va donc nous permettre d'écrire la chose suivante. Donc, nous savons que 1 MeV, c'est 1,6 10 puissance moins 13 joules. Donc, forcément, 1 joule, c'est 1 sur 1,6. Donc, ici, on divise par 1,6 10 puissance moins 13. On trouve la valeur suivante. On trouve une valeur qui est très connue en radioactivité et en physique nucléaire. 931,5. Bien entendu, MeV. Donc, c'est 1E qu'on va multiplier par C au carré. Et donc, ça nous fait alors ici 1E fois C au carré est égal à 931,5 mètres, ce qui nous donne alors ici par la suite que 1E, et on ramène C au carré de ce côté-là, ça fait 931,5. Malheureusement, j'écris ici. Donc, c'est MeV par C au carré. Donc, je reviens en arrière. Alors, donc, j'ai bien dit alors ici que la nouvelle unité donc, des particules donc, en physique nucléaire, donc la nouvelle unité, c'est le MeV par C au carré. Donc, alors, un MeV par C au carré, donc ça vaut alors ici 931,5 MeV par C au carré. D'ailleurs, voici un petit exemple. Si une particule, elle possède une masse de valeur 8,5 MeV, donc elle possède une
énergie de masse qui vaut 8,5 MeV, énergie de masse donc calculée à partir de cette expression-là. Alors forcément, alors ici, elle va posséder une masse qui est égale à 8,5 MeV par C au carré en divisant par C au carré. Donc c'est l'équivalence là. Hein. Donc c'est l'équivalence donc masse-énergie. Bien, on passe à la suite. Bien, voici quelques valeurs de certaines masses, de certaines particules donc, dans cette nouvelle unité, à savoir le MeV par C au carré. Donc, nous venons de dire tout à l'heure que 1U, ça nous fait 931,5 MeV par C au carré. C'est la valeur donc, de l'équivalent énergétique masse en U, masse en MeV par C au carré. Donc, dorénavant, là, ici, on peut exprimer la masse soit en U, soit en MeV par C au carré. Donc, 1U, ça fait 931,5 MeV par C au carré, comme on vient de le démontrer tout à l'heure. Maintenant, alors ici, si vous voulez, alors ici, qu'on exprime la masse du proton dans cette nouvelle unité, alors qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de prendre cette masse-là en E et de la multiplier par 931,5. Et ça nous fait, alors ici, 938,280 MeV par C au carré. Vous allez voir, donc ça va nous faciliter les calculs. Même chose pour le neutron. Le neutron, donc, la masse en E, elle vaut 1,00867. Ça nous fait alors ici 939,573. Si on multiplie cette valeur-là par 931,5 MeV par C au carré. Bien. On passe à la suite. Alors, relation d'Einstein. Alors, qu'est-ce qu'il a dit alors ici, Einstein? Donc, il a dit la chose suivante. Donc, je vais être un tout petit peu long ici, donc ça demande une certaine explication. Donc, supposons alors ici qu'on va essayer de former un noyau à partir de ces nucléons pris séparément. Vous avez un noyau donc, qui contient des protons et des neutrons qui sont reliés ensemble. Donc, le noyau, il est compact, étant donné que dans le noyau, il y a une interaction un tout petit peu particulière que vous avez vue l'année dernière. C'est une interaction forte qui relie les nucléons les uns aux autres. Et pourtant, dans le noyau, il y a des forces de répulsion électrostatique, étant donné que dans le noyau, il y a des protons qui sont chargés tous les deux positivement, donc positif avec positif, ça se repousse. Donc, il y a une répulsion, une interaction répulsive due aux forces coulombiennes, bien entendu. Et pourtant, j'ai bien dit ici que malgré la présence de ces forces-là, le noyau est toujours compact. Donc, c'est que forcément, donc, il y a des forces qui assurent la cohésion du noyau. Donc, en fin de compte, je reviens donc à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai dit que j'allais donc ici constituer un noyau à partir de ces nucléons pris séparément. Un noyau, donc, il a un symbole qui vaut, bien entendu, X, Z, A. Alors, pour constituer ce noyau, il suffit alors ici de regrouper des protons. Combien de protons? Bien entendu, Z protons. Z protons. Et il suffit aussi de regrouper des neutrons. Combien de neutrons? Bien entendu, la différence. Donc, ça nous fait alors ici A moins Z neutrons. D'accord? Donc, pour constituer un noyau, donc, on va regrouper ces particules-là. L'expérience montre la chose suivante, c'est que lorsqu'on va former ce noyau-là, et ça on va l'expliquer avec plus de détails tout à l'heure, donc je suis juste en train d'expliquer la relation de M. Einstein. Donc, alors pour expliquer alors la formation du noyau, donc on va associer ces particules-là. L'expérience montre la chose suivante, une chose extrêmement importante, c'est que si on calcule la masse de ces différentes particules-là qui sont situées à l'état initial, et si on connaît la masse du noyau, de ce noyau-là, donc on remarque une chose extrêmement importante, c'est que la masse de l'ensemble au début est plus grande que la masse de l'élément X, du noyau X. Donc il y a en fin de compte une variation de la masse qui accompagne cette transformation-là. Je rappelle que c'est une transformation un peu fictive, elle n'est pas vraiment réelle. Hein. Donc l'essentiel, c'est qu'il y a une variation d'énergie. J'ai bien dit qu'il y avait il y a une variation de masse. Donc, j'ai bien dit qu'il y avait une diminution de la masse. Alors, où va partir cette masse? Eh bien, c'est Einstein donc, qui a dit la chose suivante, d'après le principe d'équivalence masse-énergie, il a dit la chose suivante, c'est que tout système dont la masse diminue, attention, donc vous allez donc récupérer cette différence de masse, cette diminution de la masse, cette perte de masse en énergie. Donc, si un système, sa masse, elle diminue, donc il va libérer de l'énergie. Bien entendu, inversement,
si vous prenez un système et vous lui donnez de l'énergie, forcément sa masse, elle va augmenter. Ça, c'est le principe d'équivalence masse-énergie. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit alors le principe? D'après la théorie donc, de la relativité d'Albert Einstein, établie en 1905, alors à toute variation d'énergie delta E d'un système, donc s'il y a une variation d'énergie, une énergie libérée par exemple d'un système matériel, correspond alors une variation de la masse, telle que la variation de l'énergie, c'est delta M C au carré. Alors, que représente delta M? Attention, delta M, ce n'est pas une variation de masse, c'est une diminution de la masse, c'est un défaut de masse. Et vous êtes d'accord avec moi ici que, j'ai bien dit ici que la masse, elle allait diminuer. On va voir donc tout à l'heure une petite image qui va nous permettre de comprendre mieux ce principe. Alors, je récapitule. D'après Einstein, donc à toute variation d'énergie correspond une variation de masse. Inversement, à toute variation de masse, il y a une variation d'énergie. N'est-ce pas? Bien. Donc, on va passer à la suite. Bien. Alors, on lit donc le petit texte là-dessus. Alors, masse et énergie sont des grandeurs équivalentes. L'énergie peut se transformer en masse, c'est-à-dire se matérialiser sous forme de particules, ça on vient de le dire. Et inversement, s'il y a une perte de masse, ça entraîne forcément une libération d'énergie. Donc, automatiquement, si vous remarquez un jour, je parle en nucléaire, des particules extrêmement petites. Si vous remarquez un jour qu'il y a une diminution de la masse, donc il faut s'éloigner parce qu'il va y avoir libération d'énergie. Ça risque d'être assez grand comme perte d'énergie, comme libération d'énergie. On passe. Alors, le défaut de masse. Alors, l'expérience et la théorie ont montré que la masse d'un noyau est toujours inférieure à la somme des masses de nucléons. Ça, on vient de le dire, je viens donc de le détailler quand même. Donc, si vous prenez un noyau et si vous prenez les particules qui constituent le noyau, ça veut dire les nucléons, les protons et les neutrons. On a toujours la masse du noyau est plus petite que la masse des nucléons pris séparément. Bien. Alors, la masse d'un noyau, alors, on appelle défaut de masse. On appelle défaut de masse delta M. La différence entre la somme des masses des nucléons qui est plus grande, auquel on retranche la masse du noyau, XZA. Donc, j'écris ici que la variation de la masse, le défaut, la diminution de la masse, le défaut de masse, c'est la masse du système à l'état initial, c'est Z masse proton. Donc, chaque proton, il possède alors ici une masse MP. Donc, et nous avons Z protons, plus la masse des neutrons, donc nous avons A moins Z neutrons, à laquelle on retranche donc la valeur de la masse du noyau. Donc c'est masse au début, moins masse à la fin. Ça, on l'appelle le défaut de masse ou bien la perte de masse qui accompagne une transformation nucléaire. Je rappelle une chose extrêmement importante, c'est que ce défaut de masse-là, cette perte de masse-là, elle est toujours positive, pratiquement toujours positive. On passe à la suite. Bien, voici une toute petite simulation qui nous permet de choisir parmi le tableau périodique certains petits éléments, des noyaux bien entendu, qui vont nous montrer que ces noyaux-là donc, ont des masses plus petites que les masses regroupées des différents constituants de ce noyau. Donc on revient en arrière pour faire marcher la simulation. Donc, voilà. Donc, on va choisir le noyau d'hélium, He2 On met un noyau d'hélium sur l'un des plateaux d'une balance. Ça nous permet d'avoir une valeur donc, qui est égale à 4,0 U en unité de masse atomique. De ce côté-là, on va regrouper 2 protons et 2 neutrons. Donc, 2 protons et 2 neutrons. Ça fait combien la masse? Ça fait 4,0319. Et ça fait une valeur qui est plus grande. On va essayer la même chose avec un autre isotope, noyau. Je vais choisir le noyau de carbone. Sur le noyau de carbone, je vais parler des isotopes tout à l'heure. Donc, on va choisir celui qui a un symbole C614. Donc, je mets le noyau de carbone sur le plateau de la balance à droite. La valeur de la masse, c'est pratiquement 14 U, unité de masse atomique. Et on va regrouper alors ici combien de protons? 6 protons. Et la différence, 8 neutrons. Donc, on met un paquet de protons et de neutrons de ce côté-là. Donc, on va avoir une masse qui est un peu plus grande. C'est 14,013. Donc, vous remarquez bien ici que la masse des nucléons pris
éloignés les uns des autres, normalement, c'est plus grande que la masse du noyau. Donc, pour former un noyau, donc, vous voyez très bien qu'il y a une diminution de la masse qu'on vient d'appeler par défaut de masse. Donc, on passe à la suite. Et ça, c'est valable, bien entendu, pour tous les noyaux. Hein. Bien. Juste une toute petite remarque avant de passer à cette partie-là. Donc, je viens de parler tout à l'heure donc, de la notion d'isotope. Je pense que vous connaissez ça. Donc, les isotopes, par exemple, dans la nature, alors, je viens de dire tout à l'heure qu'il y a une centaine d'éléments chimiques. Une centaine d'éléments chimiques en passant de l'hydrogène à l'hélium, au carbone, à l'azote et ainsi de suite. Mais lorsqu'on a voulu déterminer le nombre de noyaux d'éléments associés à ces atomes, eh ben, on a trouvé une chose un peu étrange. Nous avons trouvé à peu près 3000 noyaux. À peu près 3000 noyaux, donc, dont 1000 qui sont plus ou moins donc, connus. Alors, pourquoi il y a une certaine différence entre le nombre d'éléments chimiques et le nombre de noyaux? Parce que tout simplement, certains éléments chimiques, comme l'hydrogène d'ailleurs, hein, l'hydrogène c'est l'élément le plus simple, il possède 3 types de noyaux. On ne va pas dire 3 types de noyaux, on va dire 3 types d'isotopes. 3 isotopes tout simplement. Donc je vais écrire donc les formules, les symboles de ces noyaux, donc on va ensemble voir de quoi il s'agit, quelle est la différence. Donc, alors, voici quelques noyaux de l'élément hydrogène, bien dit, donc il va s'agir de l'hydrogène. Hein. Donc l'hydrogène, alors ici, donc il possède le symbole du noyau suivant, H. 1, bien entendu, 1, on ne va pas en discuter puisque l'hydrogène est classé numéro 1, donc forcément il possède un proton, c'est classé numéro 1, et là on a un nucléon, cela veut dire que proton et neutron, ça fait 1 en tout et pour tout, donc il n'y a pas de neutron. Donc c'est l'élément hydrogène le plus répandu dans la nature. On peut parfois trouver un autre type d'hydrogène, c'est l'hydrogène 1, je ne vous apprends rien là-dessus, mais plutôt il y a deux quoi là? 2 nucléons. Donc, 2 nucléons, cela veut dire qu'il y a un proton, ça va de soi, et un neutron. Donc là, d'ailleurs, on l'appelle le deutérium. Donc, il est plus lourd que l'hydrogène H11, ça va de soi, puisque la masse, elle provient, la masse du noyau, hein, elle provient des nucléons, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, il y a un seul proton, et là, il y a un proton et un neutron. On retrouve aussi le tritium. C'est quoi le tritium? C'est l'élément dont le symbole est H1, 3. Et là, vous remarquez bien alors ici que c'est toujours donc Z égale à 1, mais plutôt nous avons alors ici 3 nucléons. 3 nucléons dont 1 constitue un proton, et bien entendu le reste c'est 2 neutrons. Donc vous remarquez bien que dans la nature, donc l'hydrogène peut se présenter sous la forme de 3 types de noyaux. On les appelle des isotopes. Bien entendu, la majorité des éléments chimiques présentent des isotopes. Bien entendu, donc si on dit qu'il y a alors ici une centaine d'éléments chimiques, ça va de soi qu'avec ce nombre d'isotopes, donc le nombre de noyaux dans la nature va être assez grand. J'ai bien dit tout à l'heure qu'il y avait donc des milliers d'isotopes. Donc l'hydrogène, il en contient 3. Le carbone, il contient 3 qui sont très connus. Le carbone 6,12, le carbone 6,13 et le carbone, ça va de soi, 6,14. Vous connaissez le carbone 14, vous en avez entendu parler. L'hydrogène, il contient 3. Il y a des éléments qui possèdent des dizaines de types d'isotopes, comme le francium ou bien comme l'uranium et ainsi de suite. Donc, il présente beaucoup d'isotopes. On passe. Alors, nous sommes arrivés à l'application. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, l'application? On nous demande de calculer le défaut de masse d'un noyau d'hélium, He2 en MeV par C au carré. Bien sûr, donc, la partie qui nécessite beaucoup de données, c'est la partie donc, nucléaire. Hein. Donc, on doit vous donner beaucoup de valeurs des noyaux, des masses des toutes petites particules. Les transformations, il ne faut pas les retenir, donc, mais vous devez les connaître. Alors, on vous demande de calculer le défaut de masse. Le défaut de masse qu'on nous avons donc noté tout à l'heure par delta M. Alors, la suite. Bien. Alors, première étape, nous allons parler de la composition du noyau He2. Je vous rappelle qu'il s'agit du noyau d'hélium, l'un des noyaux d'hélium, parce que l'hélium, lui aussi, il possède des isotopes. Donc, alors, le nombre de protons, c'est Z. Z, il suffit de regarder ici. Le nombre de neutrons, c'est 4 moins 2, puisqu'il y a 4 nucléons auquel on retranche 2, donc ça nous fait 2. Voici la composition du noyau. Deuxième étape pour calculer donc le défaut de masse. Le défaut de masse du noyau d'hélium s'écrit de la façon suivante. Delta M est égal à Z fois la masse du proton, plus A moins Z fois la masse des neutrons,
moins la masse du noyau, et ça, on l'a dit tout à l'heure. Donc, pour déterminer le défaut de masse, donc, il suffit alors ici de faire la différence entre masse des nucléons d'un côté et bien sûr, moins la masse du noyau de l'autre côté. Bien entendu, tout calcul fait, on trouve que la valeur, elle vaut 0,034 U. Pourquoi U? Parce que tout simplement, nous avons cherché la masse, le défaut de masse, en utilisant des valeurs de masse en unités de masse atomique. Donc, la valeur de la masse obtenue, c'est en U. Bien entendu, cette valeur-là, on peut la transformer en MeV par C au carré, on peut la transformer en kilogrammes, c'est comme vous voulez. Je rappelle que 1 U, c'est 931,5 MeV par C au carré. Je rappelle que 1 U, c'est à peu près 1,66 et quelques, 10 puissance moins 27 kg. Mais je préfère que vous la laissez comme ça. La valeur, donc, on va la laisser comme ça en U. On passe à la partie suivante. Donc, en connaissant, c'est ce que je viens de dire d'ailleurs, donc sachant que 1E est égal à 931,5 MeV par C au carré, donc alors le défaut de masse, alors il s'écrit de la façon suivante, si on remplace, ça fait 0,0300 et quelques, multiplié par 931,5, on trouve que la valeur c'est 28 et quelques MeV par C au carré, donc voici là le défaut de masse qui accompagne le noyau d'hélium, lors de la formation normalement d'un noyau d'hélium. Partie suivante, énergie de liaison. De quoi il va s'agir alors là? D'une partie assez importante. Alors, en physique nucléaire, et spécialement, donc vous allez voir dans le chapitre prochain, les réactions qui concernent donc les transformations provoquées ou bien les transformations spontanées. Nous avons besoin alors ici de savoir est-ce que le noyau au début, est-ce qu'il est stable ou bien très peu stable ou bien moyennement stable ou bien instable d'une manière générale. Donc, pour savoir cette notion-là, donc il suffit alors ici de parler de l'énergie de liaison. On va voir ensemble de quoi il va s'agir. Alors, je préfère alors ici faire dérouler donc pour voir donc le schéma, puis on va revenir donc à l'explication par la suite. Hein. Voici le schéma. Donc, de quoi il s'agit alors ici? Vous avez ici un noyau. Un noyau quelconque, ça peut être donc un noyau XZA, ça peut être l'hélium He2-4, ça peut être un noyau lourd, uranium 92, 235, 236, 237, comme vous voulez. Alors, vous avez un noyau qui est, bien entendu, au début, il est compact. Pourquoi le noyau, il est compact? C'est clair. Vous allez me dire, non, le noyau, donc, normalement, ne peut pas rester compact, puisque donc, les protons se repoussent mutuellement. Ben oui, les protons, ils se repoussent. Mais à part les forces de répulsion électrostatique entre les protons, ceux qui sont représentés en bleu par exemple, ceux qui sont représentés en vert, ce sont les neutrons, et les neutrons ne sont pas chargés. Donc ils ne subissent pas d'interaction coulombienne, d'interaction électrostatique. Vous devez savoir ceci. Donc, à part l'interaction coulombienne, sûrement, alors ici qu'il y a des forces qui sont en train de pousser vers le centre du noyau. Donc, ce sont des forces qui regroupent non pas seulement les protons et les neutrons. Donc, ces forces-là, ce sont des forces de valeur assez élevée par rapport aux forces d'interaction électrique, électrostatique coulombienne. Ce sont des forces assez élevées. D'ailleurs, en troisième année, on les a appelées des forces d'interaction correspondant à une interaction forte. Donc, mais malheureusement, ces forces-là, ou bien heureusement, ça dépend, ces forces-là donc, ont une très, très, très courte portée. Cela veut dire quoi, très courte portée? Je m'explique. Vous prenez par exemple deux aimants. Entre deux aimants, si vous placez les deux pôles d'un aimant, il va y avoir une interaction magnétique. Pour avoir une interaction magnétique, bien entendu, on peut mettre les aimants l'un juste collés à côté de l'autre, comme on peut les placer éloignés. L'interaction magnétique peut se présenter même sur quelques centimètres. Ça, c'est l'interaction magnétique entre des aimants. L'interaction entre les nucléons ne se manifeste pas sur des centimètres, non plus sur des millimètres, non plus sur des micromètres. Elle se manifeste lorsque les distances sont de l'ordre du Fermi. Fermi, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Et même pas l'angstrom, qui constitue le 10 puissance moins 10 mètres. Donc, pour que ces forces-là apparaissent, il faut que les particules, les protons et les neutrons, qui sont extrêmement petits, qui sont placés de l'ordre de quelques Fermi, quelques 10 puissance moins 15 mètres. Là se manifestent ces forces-là, et c'est pour cela que le noyau, n'importe quel noyau, il doit être compact. Donc, les particules ne se dispersent pas. Je ne parle pas de la stabilité, je parle de la cohésion du noyau. Eh bien, justement, alors ici, nous venons de dire la chose suivante. Si vous voulez, alors ici, donc, séparer les nucléons, comme c'est
visible sur, sur la petite photo là, la petite donc, simulation. Donc, si vous voulez ici séparer donc, les nucléons, il suffit d'appliquer une énergie. Si vous appliquez une énergie, vous risquez très bien de faire séparer les nucléons. Donc, voici un noyau. Donc, bien entendu, donc, je parle d'un noyau au repos pour ne pas tenir compte des autres énergies, énergie cinétique, énergie d'agitation microscopique, ainsi de suite. Alors, pour disloquer le noyau, donc, on va appliquer une énergie de liaison. Là, il y a un risque fort probable de séparer les particules. Toujours au repos, je répète, pour ne pas mettre en évidence d'autres formes d'énergie. Donc, les seules énergies qui sont valables, bien entendu, ça on l'a vu tout à l'heure, ce sont les énergies de masse. Les énergies, vous vous rappelez très bien, qui ont été données par M. Einstein. Énergie de masse, énergie de repos. Alors, j'explique alors ici, qu'est-ce que c'est que l'énergie de liaison? L'énergie de liaison d'un noyau atomique XZA, noté EL, bon, notation c'est pas vraiment très grave, c'est l'énergie nécessaire pour dissocier ce noyau-là en ses nucléons séparés et au repos. Donc, vous vous rappelez de la figure, hein? Donc, vous prenez un noyau, vous appliquez une certaine forme d'énergie, les nucléons vont se séparer. D'ailleurs, l'expression de l'énergie de liaison est la suivante. Alors là, je préfère ici expliquer avec un petit calcul. Hein, avec un petit calcul. Regardez bien. Donc, lorsque on réalise une transformation, comme celle qu'on vient de voir maintenant, il faut toujours appliquer un principe extrêmement important en physique. C'est le principe de la conservation de l'énergie. Il n'y a jamais d'énergie, donc différente d'énergie lors d'une transformation. Alors, je vais appliquer le principe de la conservation d'énergie. Je rappelle le schéma, regardez bien le schéma. Donc, alors, vous avez donc ici la transformation. Donc, ça, c'est l'état initial et ça, c'est l'état final. Je vais alors essayer d'écrire le principe de la conservation de l'énergie. Au cours de chaque transformation, il va y avoir conservation de l'énergie. À gauche, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Vous avez l'énergie du noyau. Nous venons de dire tout à l'heure que l'énergie d'un noyau, c'est son énergie de masse. J'écris alors ici la chose suivante. Donc, vous avez à gauche, hein, l'énergie du noyau, c'est E0 du noyau, ou bien E du noyau XZA, plus, on va appliquer la conservation d'énergie, plus l'énergie qui va être appliquée sur le noyau, donc plus l'énergie de liaison qu'on a notée par L. D'accord? Alors, il doit y avoir donc ici une certaine égalité. Nous avons dit qu'il va y avoir une conservation d'énergie. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des particules qui sont au repos. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des protons qui sont, par exemple, représentés en vert. Combien vous avez de protons? Vous avez Z protons. Donc, ça fait Z fois E protons, énergie de masse. Qu'est-ce que vous avez encore? Des neutrons. Combien vous avez de neutrons? Vous avez ici A moins Z neutrons. Chaque neutron possède une énergie E. N. Donc, si on tire alors de ce côté-là l'énergie de liaison, ça va nous donner alors ici Z fois l'énergie de masse d'un proton plus A moins Z, énergie de masse d'un neutron, moins l'énergie du noyau, bien entendu, X, ZA. Donc, si on remplace chaque énergie de masse par son expression, et vous savez très bien que l'énergie de masse, d'après Einstein, c'est mc au carré. En mettant c au carré en facteur, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve que l'énergie de liaison, c'est Z fois masse proton plus A moins Z fois masse neutron moins masse de X, le tout fois c au carré. Que représente en fin de compte cette expression-là? Nous l'avons vu tout à l'heure. C'est tout simplement c'est le défaut de masse que nous avons vu tout à l'heure. Donc c'est delta m fois c au carré. Donc, alors, je reviens alors un peu en arrière. Donc, qu'est-ce que c'est que l'énergie de liaison? Donc, la définition, on l'a vu. C'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pour séparer tous ses nucléons. Elle est égale à quoi, l'énergie de liaison? Elle est égale à tout simplement défaut de masse du noyau. Vous prenez donc le défaut de masse du noyau, vous le multipliez par c au carré. Donc, c'est pour cela, alors ici, que nous allons avoir l'expression suivante. EL égale Z fois masse proton plus A moins Z masse neutron moins masse de X fois C au carré, je viens de le démontrer. Et ça nous fait tout simplement le défaut de masse multiplié par C au carré. On passe à la suite. Alors, application, calculer en MeV et en joules, c'est pas grave, donc le joule, donc on va essayer de calculer en MeV. L'énergie de liaison d'un noyau de lithium L3, 7
Li37 de masse totale. Ça, c'est la masse du noyau. Hein. Alors, les données sont les suivantes. Bien entendu, il faut qu'on donne donc ici la masse du proton, la masse du neutron et l'unité de masse atomique. Quelle est sa transformation en MeV par C au carré, n'est-ce pas? Alors, solution, donc il suffit dans ici de calculer l'énergie de liaison qui est égale à delta MC au carré. Hein. Première étape, nous savons que l'énergie de liaison c'est delta MC au carré, ça nous fait Z masse proton comme on vient de le montrer tout à l'heure. Deuxième étape, il suffit de remplacer. Alors, on remplace, donc vous connaissez la masse du proton, la masse du neutron, vous connaissez la masse du noyau, vous faites le calcul. Tout calcul fait, ça nous va nous donner, alors ici 0,0427 4217. Ça, c'est le défaut de masse. Hein, le défaut de masse. Donc, qu'on va multiplier par 931,5 MeV par C au carré. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour passer, pour exprimer l'énergie en MeV. Nous savons très bien que 1U, ça c'est en U, hein, ça c'est la valeur du défaut de masse en unité de masse atomique. Nous rappelons que 1U, ça fait 931,5 MeV par C au carré. Alors, pour chercher l'énergie de liaison en MeV, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de prendre le défaut de masse et le multiplier par 931,5. Alors, nous avons ici MeV par C au carré. MeV par C au carré, c'est le passage entre U et MeV par C au carré. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, c'est tout simplement le C au carré qui est là. Donc, on simplifie par C au carré, qu'est-ce qui reste? Il reste ce produit-là, et ce produit-là, il vaut 39 et quelques. Bien entendu, qu'est-ce qui reste? Il reste MeV. Vous voyez très bien, bon, à part l'application, hein, vous voyez très bien l'intérêt d'utiliser la transformation du U vers le MeV par C au carré. C'est vraiment, donc, ça nous facilite énormément les calculs. Bien entendu, si vous voulez passer maintenant au joule, je rappelle alors ici qu'un méga-électron-volt, ça vaut 1,6 10 puissance moins 13 joules, méga 1 million d'électron-volts. Ça, on l'a démontré au début du chapitre. Donc, forcément, alors ici, pour passer du MeV vers le joule, alors ici, il suffit de diviser par la transformation correspondante, à savoir 1,6 10 puissance moins 13. Et on trouve alors ici que la valeur, c'est lorsqu'on... on multiplie, parce qu'un MeV, c'est 1,6 10 puissance moins 13, c'est ça. On multiplie, ça nous fait alors ici 39 et quelques, multiplié par 1,6 10 puissance moins 13, ça nous fait ici c'est quelques 10 puissance moins 12. Vous remarquez bien que la valeur de l'énergie de liaison du noyau de lithium 3,7, je précise bien qu'il s'agit du noyau de lithium 3,7, c'est une énergie qui est très basse en joules. C'est pour cela alors ici qu'il vaudrait mieux utiliser notre unité, à savoir le MeV. Autre partie. Bien. Donc, nous avons parlé de l'énergie de liaison. Pourquoi on traite de cette partie-là? Bien entendu, vous devez comprendre facilement que pour dissocier un noyau, donc, il suffit alors ici de lui fournir de l'énergie. Cette énergie-là est appelée énergie de liaison. Est-ce que vous pensez que les noyaux, ils sont tous aussi stables les uns que les autres? À première, donc, pensée. Moi, je dis la chose suivante. Bien entendu, tous les noyaux ne sont pas aussi stables les uns que les autres. On a bien envie de dire la chose suivante. Celui qui nécessite plus d'énergie, d'énergie de liaison, normalement, hein, celui qui nécessite le plus d'énergie de liaison, c'est celui qui est le plus stable. Parce que pour avoir donc une dissociation d'un noyau, il faut dépenser le maximum. Le maximum de quoi? De l'énergie. Or, ça, c'est aberrant. Pourquoi c'est aberrant? Parce que c'est incomparable et c'est inconcevable de comparer les énergies de liaison entre deux noyaux qui ne sont pas du tout identiques. Comment ça? Par exemple, nous avons vu le cas tout à l'heure du noyau de lithium qui contient 7 nucléons. Si je prends maintenant un noyau d'uranium qui contient, j'écris, c'est mieux là. Alors, je prends deux noyaux, Li 3, 7. Je prends plutôt un noyau lourd. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un noyau lourd? C'est un noyau dont le nombre de nucléons A, il dépasse 200. Et c'est possible, hein? Un noyau d'uranium, 92, par exemple, 235. Et là, vous voyez très bien que ces deux noyaux-là, ça c'est le noyau de lithium. Hein? Le noyau de lithium. D'accord? Bien. Donc, il est inconcevable de comparer les énergies de liaison que nous avons définies tout à l'heure pour la simple raison, ce noyau-là est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus massif que celui-ci.
Bon, je ne pense pas qu'il est donc raisonnable de comparer ces deux noyaux-là à partir de leur énergie de liaison. Alors, c'est pour cela, alors ici, qu'on va essayer de faire la chose suivante. Alors, pour pouvoir comparer deux noyaux, comme ces deux-là, par exemple, il suffit de faire la chose suivante. Il suffit de prendre ce noyau-là et de voir son énergie de liaison et de la diviser par 7. Comme ça, si on la divise par 7, nous allons avoir une moyenne de l'énergie récupérée par chaque nucléon dans le noyau de lithium. Donc, le noyau de lithium, son énergie de liaison, tout à l'heure, on a vu, donc ça valait, je pense, 28 mètres, quelque chose comme ça. Donc, si vous la divisez par 7, donc vous allez avoir combien chaque nucléon il va prendre comme partie de cette énergie-là. De la même façon, si on veut, par exemple, déterminer et comparer ces deux noyaux-là, il suffit de prendre l'énergie de liaison qui peut être calculée de la même façon. Il suffit de prendre l'énergie de liaison et de la diviser par 235. Alors ça nous pousse à définir ce qu'on appelle par l'énergie de liaison par nucléon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie de liaison par nucléon? Je pense que vous avez compris le principe. Donc, l'énergie de liaison par nucléon d'un noyau XZA, noté EA, bon, est le rapport de son énergie de liaison, que nous avons défini tout à l'heure, par le nombre de masse A. Alors, pourquoi on fait ça? Pour la simple raison, pour pouvoir donc par la suite comparer entre les deux noyaux. Et je donne l'expression en fin de compte. Donc, l'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison, tout simplement, divisée par le nombre de nucléons. Étant donné que l'énergie de liaison est exprimée en méga-électronvolts, par exemple en MeV, alors forcément, l'énergie de liaison par nucléon, elle aussi, est exprimée par MeV. Ça, c'est juste un nombre, ça représente le nombre de nucléons. Et maintenant, alors, on va parler de la stabilité. Donc, on va récapituler. Alors, de quoi il s'agit? Parmi les nucléides qui existent, seuls certains sont stables. Ça, on l'a dit. D'autres, bien entendu, ne sont pas stables. Donc, certains noyaux sont stables, les autres sont plus ou moins instables. La cohésion d'un noyau, donc, le noyau, comment il est qu'il est très compact ou bien très peu compact? La cohésion d'un noyau est liée à l'existence d'interactions antagonistes et complexes. Interaction antagoniste, cela veut dire que se comportent de façon opposée, plus ou moins, rivale, si vous voulez. Alors, il y a deux interactions. Alors, il y a les interactions nucléaires fortes, qu'on vient de citer, et qui sont attractives. Elles relient les particules au noyau, qui sont très intenses, mais malheureusement, elles sont, ou bien heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de très courte portée. Alors, et la portée, c'est 10 puissance moins 15 mètres, et 10 puissance moins 15, ça fait le Fermi. Alors, elle lie entre les nucléons, ces interactions-là nucléaires fortes, elle relie les nucléons. Il y a une interaction, une deuxième interaction, on l'a cité tout à l'heure. Alors, les interactions coulombiennes, qui sont responsables de la répulsion entre protons. Pourquoi protons seulement? Parce que les protons, ils sont chargés positivement. Alors, si vous voulez ici comparer deux noyaux, il suffit de calculer l'énergie de liaison par nucléon, pas seulement l'énergie de liaison. Il faut donc prendre l'énergie de liaison et la diviser par le nombre de nucléons. Et on passe alors aux critères de stabilité d'un noyau. Alors, l'expérience a montré que le noyau le plus stable est celui dont l'énergie de liaison par nucléon est la plus grande. C'est normal, donc ici, pour déstabiliser un noyau, plus vous dépensez de l'énergie, plus ce noyau-là, on a bien envie de dire qu'il est donc le plus stable possible. Donc, alors le noyau le plus stable, c'est celui qui possède l'énergie, ou bien l'énergie de liaison, ou bien l'énergie de liaison par nucléon qui est la plus grande possible. Et ça va nous permettre alors ici de parler d'une courbe très importante en physique, assez connue d'ailleurs, c'est la courbe de M. Aston, alors qui résume ces critères de stabilité. Dans cette courbe-là, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un certain graphe qui représente deux axes très simples. Ça, c'est l'axe des abscisses qui représente le nombre de nucléons. Vous avez le nombre de nucléons que vous pouvez lire au-dessous. Et là, ça représente l'énergie de liaison par nucléon qui est exprimée en mètres. Donc, M. Aston, qu'est-ce qu'il a mis? Alors, ici, il a mis les différents noyaux qu'on peut rencontrer dans la nature, bien sûr, qui ne sont pas au complet, là. Donc, c'est un échantillon de certains noyaux, les plus connus du moins, ou bien ceux qui sont soit très stables, soit très peu stables. Plus instable. Donc, alors, ces noyaux-là, donc, parmi ces noyaux-là, on peut distinguer, par exemple, le fer 2656. Pourquoi je précise 2656? Parce qu'attention, il y a d'autres fers. Alors, le fer 2656 possède l'énergie de liaison la plus élevée par nucléon. La plus élevée possible, c'est le noyau le plus stable dans la nature. D'ailleurs, c'est pour cela que le fer, c'est l'élément le plus répandu dans la nature. Dans la nature, il y a beaucoup de fer 2656. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il ne se
dissocie pas parce qu'il est tout simplement stable. Donc forcément, si un jour vous voulez alors ici réaliser une réaction nucléaire, je vous conseille quand même, si vous voulez ouvrir une centrale nucléaire ou bien vous voulez faire fonctionner un bateau nucléaire, ou bien un sous-marin avec du nucléaire, ou bien une centrale électrique, ou bien tout ce que vous voulez, je vous conseille d'utiliser des noyaux qui sont les plus instables possibles. Voici quelques noyaux instables. Si on dépasse un nombre de nucléons assez grand, alors donc on remarque ici que l'un des noyaux les plus instables, c'est le noyau d'uranium 92-238. Il y a d'autres qui sont plus instables. Et il y a aussi de ce côté-là, pour des noyaux qui sont plus ou moins légers, dont le nombre de masse A est assez réduit. Donc, l'un des noyaux les plus instables, c'est l'hydrogène H12. C'est l'hydrogène H12. Vous imaginez bien que c'est le noyau qui est le plus instable. D'ailleurs, c'est lui qui réagit dans le Soleil et nous permet d'avoir donc l'énergie qui est libérée à partir du Soleil, qui vient sur Terre. C'est une énergie extrêmement élevée et je vous assure que c'est une énergie due essentiellement, pas seulement, essentiellement à la transformation du noyau H12 dans le Soleil. Je vous rappelle que le Soleil est une boule de gaz. Il y a en particulier de l'hydrogène H12, l'hydrogène H1, il y a de l'hélium et ainsi de suite. Et ces gaz-là sont en train de réagir selon des transformations nucléaires qu'on va voir prochainement dans le chapitre suivant. Alors, je passe alors ici à la suite. Une petite application et on termine. Donc, alors, vérifiez que le noyau de molybdène MO4296 est plus stable que le noyau d'uranium 92-238. Qu'est-ce qu'il suffit de faire alors là? Il suffit tout simplement de calculer l'énergie de liaison par nucléon de ce noyau-là et de calculer l'énergie de liaison de ce noyau-là par nucléon, et puis de comparer. Celui qui possède l'énergie de liaison la plus grande, c'est le noyau le plus stable. Donc, soit que vous travaillez directement en calculant l'énergie de liaison par nucléon, soit que vous commencez par l'énergie de liaison, puis vous divisez par A. Alors, les données sont les suivantes. On vous donne la masse du noyau de molybdène. Vous remarquez bien la chose suivante. Ça, je l'ai oublié de le mentionner. Alors que la masse du noyau de molybdène en E, ça fait 95,88 et quelques. Si on fait l'approximation, là, et on n'a pas le droit de le faire, ça fait à peu près 96. Et regardez bien la valeur du nombre de masse, c'est 96. C'est pour cela que tout à l'heure, donc j'ai dit ici que ce nombre-là, qui représente le nombre de nucléons, c'est aussi appelé le nombre de masse. Essayons de voir que c'est aussi valable pour le noyau d'uranium, l'un des noyaux d'uranium, parce que l'uranium possède beaucoup de nucléons. Alors, le noyau d'uranium 238, 92, ça c'est acquis, on le sait. Ça vaut 238 et quelques, à peu près 238. On remarque bien que c'est la valeur du nombre de nucléons. C'est pour cela aussi qu'on a appelé nombre de masse. Alors, les calculs sont les suivants. Alors, on va chercher l'énergie de liaison par nucléon du molybdène. Ça fait, comme d'habitude, delta M C au carré divisé par le nombre de nucléons. Voici delta M, ça nous fait 42 fois masse du proton, plus 96 moins 42, ça représente le nombre de neutrons, multiplié par la masse d'un neutron, moins la masse du noyau. Le tout, pour la simple raison, on va trouver ici une valeur en E. Pour se débarrasser du E, donc il faut multiplier, alors ici, par 931,5, MEV par C au carré fois C au carré, vous allez trouver le résultat en MEV. Puis par la suite, il faut diviser par 96. Pourquoi 96? Parce qu'il s'agit d'une énergie de liaison par nucléon, donc on va diviser par A. Passons au calcul de l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'uranium. Donc, le calcul est exactement identique, sauf les valeurs donc, des nombres de protons. Bien sûr, les masses sont les mêmes. Donc, le nombre de protons, cette fois-ci, il vaut 92, multiplié par la masse d'un proton. Le nombre de neutrons. Puis, on retranche la valeur de la masse du noyau d'uranium, qu'on multiplie par 931,5 pour passer au MEF. Puis, on divise par 238 pour avoir l'énergie de liaison par nucléon. On trouve que la valeur de l'énergie de liaison par nucléon, c'est 7,57 et quelques MeV. Nous remarquons la chose suivante, ces deux valeurs-là ne sont pas du tout identiques. Donc, on va essayer alors maintenant de terminer, de comparer ces deux noyaux-là. Donc, nous remarquons bien que l'énergie de liaison du molybdène par nucléon est plus grande que l'énergie de liaison du noyau d'uranium 238. C'est pour cela qu'on peut affirmer que le noyau de molybdène est un peu plus stable que le noyau d'uranium. Donc, c'est celui-ci qui est le plus instable. Et sur ce, on conclut et on va dire que le molybdène est plus stable que l'uranium 238.
38. C'est terminé pour ce cours. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien profité de ces explications-là. Je tiens à remercier M. Khaled Bendoula qui m'a aidé dans cet exposé et M. Fawzi Hammemi, l'inspecteur. Je vous remercie. Bon travail.